Jamais il ne s'est dit qu'il allait déshériter ses gosses. Quand j'ai entendu cette phrase, j'ai compris à quel point elle était dangereuse, car elle ne venait ni de la presse ni des rumeurs, mais de l'homme qui a partagé la vie de Johnny Hallyday pendant plus de 50 ans. Si Johnny n'a jamais voulu écarter David et Laura de son testament californien, alors qui a décidé à sa place? Et pourquoi cette vérité est restée enfouie si longtemps? Je suis né d'un secret que personne n'aimait regarder en face, et c'est précisément pour cela que ce que je vais dire dérange encore aujourd'hui. Qui suis-je pour affirmer connaître la vérité sur Johnny Hallyday, et pourquoi mes mots pèsent-ils plus lourd que tant d'autres récits officiels? Je m'appelle Jean-Marie Perrier, et avant même de tenir un appareil photo, j'ai grandi avec une blessure que l'on n'efface jamais vraiment, celle de la filiation brisée. Mon père biologique était Henri Salvador, une icône adorée du public, mais l'homme qui m'a élevé, reconnu et transmis des valeurs fut François Perrier. Très tôt, j'ai compris ce que signifiait être un enfant pris entre deux vérités, entre un nom que l'on porte et un lien que l'on vous refuse. Cette fracture intime a façonné mon regard, ma méfiance envers les récits trop lisses et mon obsession pour ce qui se joue dans l'ombre des vies publiques. Quand je suis entré dans le monde de la photographie, je n'y suis pas venu pour traquer, humilier ou voler des instants. J'y suis entré comme on entre dans une confidence. Très jeune, j'ai rejoint l'aventure de Salut les copains, ce magazine qui allait capturer l'âme d'une génération entière. J'ai photographié ce que le monde appelait déjà des légendes. Les Beatles, les Rolling Stones, Françoise Hardy, Sylvie Vartan. Je n'étais pas un chasseur d'images volées. J'étais un témoin accepté, parfois même attendu. En 1966, j'ai réalisé ce que l'on a appelé plus tard la photo du siècle. Des dizaines de vedettes françaises réunies en un seul instant figé. Et au centre de cette image, il y avait Johnny. Pas par hasard. Johnny était déjà le cœur battant de cette époque, celui autour duquel tout gravitait. Ce cliché n'était pas qu'une photographie iconique. Il était le reflet d'une réalité plus profonde. Johnny occupait une place centrale, dans la culture populaire comme dans ma propre vie. Car Johnny n'a jamais été pour moi un simple sujet. Il était un ami. Un compagnon de route. J'ai partagé ses éclats de rire, ses excès, ses silences aussi. J'étais présent à son mariage avec Sylvie Vartan, j'ai vu naître leur amour, puis ses fissures. J'ai vu Johnny loin des projecteurs, quand le masque tombe, quand la légende se tait. J'ai photographié ses triomphes, mais aussi ses doutes. Et surtout, j'ai vu Johnny père. J'ai vu David enfant. J'ai vu Laura grandir. J'ai observé ces moments que personne ne met en scène, ces gestes maladroits, cette tendresse parfois maladroite mais sincère. Johnny n'était pas un père parfait. Il était souvent absent, happé par sa carrière, prisonnier de son propre mythe. Mais jamais, jamais, je ne l'ai vu renier ses enfants. Cette idée m'est étrangère parce qu'elle contredit tout ce que j'ai vécu à ses côtés. C'est pour cela que je refuse qu'on me réduise à un paparazzi ou à un opportuniste tardif. Je n'ai rien à gagner. Ma carrière est derrière moi. Mon nom est déjà inscrit dans l'histoire de la photographie française. Je n'ai pas besoin de lumière supplémentaire, encore moins de celle qui brûle et déforme. Si je parle, c'est parce que je sais. Parce que j'ai vu. Parce que mon silence serait une trahison plus grave encore. Je connais les mécanismes du spectacle, les courtisans, les intérêts qui se glissent autour des artistes affaiblis. J'ai grandi dans ce milieu, j'en connais les pièges et les hypocrisies. Et lorsque je regarde ce qui s'est passé après la mort de Johnny, je ne reconnais pas l'homme que j'ai aimé, mais une histoire réécrite, verrouillée, aseptisée. Peut-être que certains trouveront mes paroles trop lourdes, trop personnelles, trop dérangeantes. Mais dites-moi honnêtement ce que vous ressentez en entendant qu'un père aurait volontairement effacé ses propres enfants de sa vie symbolique. Et surtout, restez avec moi, car pour comprendre pourquoi Johnny s'est retrouvé ainsi isolé à la fin, il faut maintenant regarder de plus près ce qui s'est passé autour de lui, quand les portes se sont refermées. Si ce récit vous aide à voir Johnny autrement, abonnez-vous simplement pour soutenir ce travail de mémoire et de vérité. J'ai partagé avec Johnny des moments que presque personne n'a jamais vus, et c'est précisément pour cela que ce que je vais raconter rend l'idée de ce testament tout simplement impossible. Comment croire qu'un homme que j'ai connu ainsi aurait pu effacer ses propres enfants, et qu'est-ce que l'on nous cache encore derrière cette version officielle? Je n'ai jamais été seulement l'homme derrière l'appareil. Avec Johnny, la frontière entre le travail et la vie s'est effacée très tôt. Nous étions amis. De vrais amis. J'ai été témoin de son mariage avec Sylvie Vartan, pas comme un invité de passage, mais comme quelqu'un de l'intérieur, admis dans cette intimité fragile où l'on ne joue plus de rôle. Je les ai vus se promettre un avenir, rire, douter déjà parfois, sans imaginer ce que la célébrité allait leur coûter. Je suis même parti avec eux en voyage de noces. C'était irréel. Une vie qui ressemblait à un film, mais dont je connaissais aussi les silences et les failles. Johnny hors caméra n'était pas le taulier. Il n'était pas le monstre sacré que le public acclamait. Il pouvait être drôle, tendre,
parfois maladroit, souvent excessif. Il aimait les voitures, le rock, les discussions sans fin, mais surtout, il aimait être entouré. J'ai vu Johnny quand les projecteurs s'éteignaient, quand il n'y avait plus rien à prouver. Et dans ces moments-là, une chose revenait toujours, ses enfants. J'ai connu David tout petit. Je l'ai vu courir, rire, chercher le regard de son père. Johnny n'était pas toujours là, c'est vrai. Il partait, il tournait, il chantait, il fuyait parfois aussi. Mais quand il revenait, il redevenait ce père un peu perdu, maladroit, mais sincèrement attaché. Il parlait de David avec fierté, avec cette idée étrange que son fils marcherait peut-être un jour dans ses pas, ou au contraire ferait tout pour s'en éloigner. Laura, je l'ai vue grandir. Adolescente déjà, sensible, intelligente, cherchant elle aussi sa place dans cet univers trop bruyant. Johnny avait avec elle une relation différente, plus douce, presque protectrice. Il pouvait être absent, oui. Il pouvait être dur parfois, enfermé dans ses propres démons. Mais jamais je ne l'ai vu indifférent. Jamais je ne l'ai entendu parler de ses enfants comme d'un poids ou d'un problème à effacer. Johnny était un père imparfait. Il le savait. Il en souffrait même. Il avait cette culpabilité sourde de ceux qui donnent tout à leur public et pas assez à leur famille. Mais cette culpabilité n'a jamais ressemblé à du rejet. Au contraire. Elle le rongeait. Elle le rendait parfois silencieux, parfois excessif, parfois incohérent. Mais elle n'a jamais effacé l'amour. C'est pour cela que, quand j'entends dire qu'il aurait consciemment décidé de rayer David et Laura de sa vie symbolique, quelque chose se brise en moi. Cette décision ne correspond pas à l'homme que j'ai connu. Elle ne correspond pas à ses gestes, à ses regards, à ses silences lourds de regrets. Elle ne correspond pas à ce père que j'ai vu essayer, maladroitement, de rester présent malgré le chaos de sa vie. Je sais que certains diront que l'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Mais moi, j'ai connu Johnny dans des moments où il n'avait rien à gagner, rien à vendre, rien à prouver. J'ai vu ses faiblesses, pas seulement sa légende. Et c'est précisément cette proximité qui rend, à mes yeux, ce testament absurde, presque irréel. Dites-moi honnêtement si ce portrait du père que je décris correspond à l'idée d'un homme capable de renier ses enfants sans remords. Et restez avec moi, car pour comprendre comment une telle décision a pu exister sur le papier, il faut maintenant regarder ce qui s'est passé après la mort de Johnny, quand le choc s'est transformé en fracture. Le jour où Johnny s'est éteint, quelque chose s'est brisé dans tout un pays, et je savais déjà que le plus violent n'était pas encore arrivé. Comment un deuil national a-t-il pu basculer en fracture morale, et que allait-on découvrir une fois le silence retombé? Je me souviens très précisément de ce 5 décembre. Johnny est mort dans sa maison, entouré d'un calme trompeur, tandis que dehors la France entière semblait retenir son souffle. Les radios ont cessé leurs programmes habituels. Les chaînes de télévision ont bouleversé leurs grilles. Des bougies se sont allumées spontanément devant les salles de concert, devant l'église de la Madeleine, devant des lieux qui, soudain, n'étaient plus que des points de recueillement. Ce n'était pas seulement un chanteur qui disparaissait. C'était une part de l'histoire collective, une voix qui avait accompagné plusieurs générations, des joies simples comme des douleurs profondes. Moi aussi, j'étais sous le choc. J'avais perdu un ami. Pas une icône. Pas une légende. Un homme que j'avais connu vivant, excessif, fragile, parfois insupportable, souvent bouleversant. Pendant ces premiers jours, je n'ai rien dit. Je regardais ce déferlement d'hommages avec une distance étrange, presque irréelle. Tout semblait à la fois trop grand et trop loin de l'homme que j'avais connu. Puis, très vite, quelque chose a changé. Le deuil à peine entamé, une autre information a commencé à circuler. D'abord à voix basse. Puis de plus en plus fort. Un testament rédigé en Californie. Un document froid, juridique, étranger à l'émotion qui traversait encore le pays. Et dans ce document, une révélation brutale. David et Laura étaient totalement écartés de l'héritage de leur père. Je me souviens de ma stupeur. Pas seulement de la surprise, mais d'un malaise profond. Comme si deux réalités inconciliables venaient de se heurter. D'un côté, l'image d'un père imparfait mais aimant, que j'avais vu avec ses enfants. De l'autre, ce papier qui affirmait, noir sur blanc, qu'il n'existait plus symboliquement. Tout revenait à Laetitia. Tout. Sans partage. Sans nuance. La presse s'est immédiatement emparée de l'affaire. Les titres se sont succédés. Les plateaux de télévision se sont remplis de spécialistes improvisés, de juristes, de proches autoproclamés. Chacun y allait de son interprétation. Certains parlaient de choix personnels. D'autres de stratégie patrimoniale. Très vite, le deuil s'est transformé en spectacle. En affrontement. En camp contre camp. Moi, je me suis tu. Délibérément. Par respect pour Johnny d'abord. Je refusais de transformer sa mort en polémique publique.
Je me suis tu par douleur aussi. Parce que cette histoire me heurtait intimement, parce qu'elle réveillait des blessures anciennes, parce que je savais ce que signifie être un enfant que l'on efface. Et puis je me suis tu parce que j'attendais. J'observais. J'écoutais. J'essayais de comprendre comment on avait pu en arriver là. Chaque nouvelle information rendait la situation plus lourde, plus incompréhensible. Le contraste entre l'amour populaire immense et cette décision juridique radicale créait un malaise presque physique. J'entendais parler d'arrangements, de conseils, de choix rationnels. Mais rien de tout cela ne résonnait avec l'homme que j'avais connu. Rien n'expliquait cette rupture totale, définitive, irréversible. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Très vite, j'ai compris que l'enjeu était ailleurs. Il s'agissait de filiation, de reconnaissance, de la place que l'on laisse à ses enfants quand on n'est plus là pour se défendre. Le testament n'effaçait pas seulement des parts d'héritage. Il effaçait une histoire. Il redessinait Johnny d'une manière que je ne reconnaissais pas. Je regardais les réactions de David et Laura, leur dignité mêlée de douleur, leur silence aussi. Et je regardais l'autre camp, sûr de sa légitimité, sûr de son bon droit. Entre les deux, un gouffre. Un gouffre que rien ne semblait pouvoir combler. Et au milieu de ce gouffre, l'image de Johnny se fissurait jour après jour. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le temps passer. J'ai laissé le tumulte se déployer. Mais au fond de moi, une certitude commençait à s'imposer, froide et implacable. Ce que je voyais ne correspondait pas à l'homme que j'avais connu. Et cette dissonance morale était peut-être le véritable choc, celui dont personne ne voulait encore parler. Dites-moi ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez appris l'existence de ce testament. Et surtout, restez avec moi, car pour comprendre comment cette décision a pu être prise, il faut maintenant entrer dans les derniers mois de Johnny, là où les portes ont commencé à se refermer. Quand j'ai enfin parlé, un seul mot a suffi pour résumer ce que je ressentais depuis des mois. Sinistre. Comment en était-on arrivé là? Et qu'est-ce que cette guerre disait vraiment de la fin de Johnny? Je me suis exprimé dans une interview accordée à un journal suisse, après des mois de silence pesant. Je n'ai pas cherché les faits, ni la provocation. J'ai simplement répondu à une question que beaucoup se posaient sans oser la formuler. Cette bataille autour de l'héritage me navrait profondément. Elle me paraissait sombre, malsaine, presque indécente au regard de l'homme que Johnny avait été. J'ai dit qu'il avait sa part de responsabilité. Qu'il aurait pu, qu'il aurait dû, régler ces choses de son vivant. Johnny fuyait l'administratif, le quotidien, les décisions froides. Il repoussait, il évitait. Ce n'était pas de la mauvaise foi, mais une incapacité à affronter ce qui lui rappelait ses failles. Mais très vite, j'ai senti qu'il fallait dire l'essentiel. J'ai prononcé cette phrase qui, depuis, ne me quitte plus. Jamais il ne s'est dit qu'il allait déshériter ses gosses. Je l'ai affirmé sans trembler. Pas comme une opinion. Comme une certitude née de décennies de proximité. Cette décision ne correspondait ni à son caractère, ni à ses gestes, ni à ses silences. Elle ne ressemblait pas à Johnny. À partir de là, je n'ai plus eu besoin de nommer qui que ce soit. J'ai simplement posé des questions simples, presque naïves. Qui profite de cette situation? Qui se retrouve avec tout, sans partage, sans nuance? Qui contrôlait l'environnement de Johnny à la fin? Qui filtrait les accès, les informations, les présences? Et surtout, qui a été tenu à l'écart? David et Laura, eux, ont tout perdu d'un coup. Pas seulement une part d'héritage, mais une place symbolique. Ils ont été rayés d'un récit officiel qui ne leur laissait plus aucun rôle. Dans le même temps, une seule personne se retrouvait au centre de tout. Des biens. De l'image. De la mémoire. Je n'ai pas besoin de dire son nom. Tout le monde le connaît. Tout le monde comprend. Je n'ai jamais accusé frontalement. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis ni juge, ni procureur. Je témoigne. Je décris ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je sais de l'homme Johnny. Et ce témoignage rend cette version officielle profondément incohérente. Quand on a connu Johnny, quand on l'a vu avec ses enfants, quand on a partagé ses moments de doute et de tendresse, on ne peut pas accepter cette rupture totale comme un simple choix rationnel. Ce mot, sinistre, je l'ai choisi avec soin. Parce qu'il ne parle pas seulement de tristesse. Il parle d'une atmosphère. D'un malaise moral. De quelque chose qui ne tourne pas rond. Cette bataille abîme la mémoire de Johnny. Elle transforme un deuil en affrontement. Elle impose une lecture froide et comptable là où il y avait de la chair, des contradictions, de l'amour imparfait. Je n'ai jamais dit que Johnny était un saint. Il ne l'était pas. Il était excessif, parfois lâche, souvent fuyant. Mais il n'était pas cruel. Il n'était pas capable de nier l'existence de ses propres enfants par un acte définitif. Cette idée heurte tout ce que j'ai connu de lui.
C'est pour cela que je parle de manipulation possible, ou à minima d'un contexte qui ne lui permettait plus de décider librement. Je sais comment fonctionnent les entourages dans ce milieu. Je les ai vus à l'œuvre toute ma vie. Les courtisans, les silences organisés, les filtres, les bulles que l'on crée autour des artistes fatigués. Johnny, affaibli par la maladie, sous traitement, dépendant, était vulnérable. Dans ces conditions, faire passer une décision aussi radicale devient possible. Pas par violence, par usure, par isolement, par contrôle. Répéter que Johnny n'a jamais voulu déshériter ses enfants est devenu pour moi une forme de devoir. Une manière de résister à une histoire trop bien verrouillée. Je n'ai rien à gagner à cela. Au contraire. Mais me taire serait accepter une version qui trahit l'homme que j'ai aimé et respecté. Dites-moi si cette logique vous semble cohérente ou si, au contraire, vous voyez encore dans ce testament un simple choix personnel. Et restez avec moi, car pour comprendre comment ce mécanisme a pu fonctionner jusqu'au bout, il faut maintenant regarder de près l'isolement progressif de Johnny et la manière dont son héritage a été verrouillé. Si vous souhaitez continuer à soutenir ce travail de témoignage et de mémoire, vous pouvez simplement vous abonner pour que ces récits ne disparaissent pas dans le bruit. À la fin, Johnny n'était plus seulement malade, il était isolé, et la vraie question est de savoir qui contrôlait encore ce qui entrait et sortait de sa vie. Comment un homme entouré toute sa carrière a-t-il pu se retrouver dans une bulle aussi hermétique, et qu'est-ce que cela a permis de décider à sa place? Je l'ai vu de loin, puis je l'ai compris trop tard. Autour de Johnny, quelque chose s'est progressivement refermé. Des amis de toujours n'arrivaient plus à le joindre. Des appels restaient sans réponse. Des messages disparaissaient. Sylvie Vartan a parlé de silence inexpliqué. Pascal Obispo a évoqué des tentatives de contact restées vaines. Eddie Mitchell lui-même a laissé entendre qu'un mur s'était dressé. Ce n'était pas une rupture brutale. C'était une disparition lente, presque polie, comme si l'on effaçait progressivement des présences jugées inutiles ou dangereuses. Dans le même temps, l'état de Johnny se dégradait. Le cancer avançait. Les traitements s'alourdissaient. Les médicaments faisaient leur œuvre, sur le corps mais aussi sur l'esprit. Je n'ai jamais affirmé qu'il n'était plus conscient. Je dis simplement que, dans cet état, la fatigue, la douleur, la dépendance modifient la capacité de jugement. On doute. On se repose sur ceux qui sont là. On accepte ce qu'on vous présente comme raisonnable, nécessaire, urgent. C'est dans ce contexte qu'un environnement devient décisif. Qui parle encore à Johnny? Qui filtre les informations? Qui décide de ce qui est bon pour lui et de ce qui ne l'est pas? Quand on est affaibli, on ne choisit plus vraiment. On fait confiance. Et cette confiance peut devenir un outil de contrôle. Après sa mort, ce contrôle est devenu visible. La musique de Johnny s'est retrouvée verrouillée. Des projets ont été refusés. Des reprises ont été bloquées. Des artistes se sont vus opposer des menaces juridiques là où Johnny, de son vivant, se réjouissait que ses chansons continuent à vivre. Tout était désormais centralisé, surveillé, monétisé. L'homme généreux que j'avais connu semblait remplacé par une machine à gérer une image. Cette image, justement, a été figée. Johnny est devenu une statue. Un musée. Une icône figée dans le bronze et les vitrines. Des expositions ont vu le jour, des objets ont été présentés comme des reliques. Tout cela tapait à l'œil. Tout cela trahissait, à mes yeux, quelque chose d'essentiel. Johnny détestait l'idée d'être statufié. Il n'aimait pas les hommages trop lourds, trop solennels. Il voulait être vivant, pas enfermé dans une vitrine. Ce qui m'a le plus frappé, c'est d'avoir été écarté de ses projets. Moi qui avais photographié Johnny pendant des décennies, moi qui possédais des milliers d'images intimes, sincères, loin de la pose et du décor, je n'ai jamais été consulté. Pas une demande. Pas une discussion. Comme si mon regard dérangeait. Comme si ces photos racontaient une histoire qui ne correspondait pas à celle que l'on voulait montrer. J'ai compris alors qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger un héritage matériel. Il s'agissait de contrôler un récit. De choisir quelle version de Johnny devait survivre. Une version propre, maîtrisée, rentable. Et dans cette version, les témoins trop proches, trop libres, trop sincères devenaient encombrants. Ils risquaient de rappeler un Johnny imparfait, contradictoire, humain. Un Johnny qui ne rentrait pas dans le cadre. Ce mécanisme, je l'ai vu ailleurs. Dans d'autres carrières. Dans d'autres fins de règne. Quand une bulle se referme, elle n'étouffe pas seulement la personne au centre. Elle étouffe aussi la vérité. Et plus la vérité est simple, plus elle devient dangereuse. Dites-moi si vous avez eu, vous aussi, le sentiment que quelque chose sonnait faux dans cette mise en scène autour de Johnny. Et surtout, restez avec moi, car il est temps maintenant de tirer les fils jusqu'au bout et de comprendre ce que cette histoire révèle vraiment,
au-delà des camps et des intérêts. À la fin de cette histoire, je sais une chose avec certitude. Ce n'est pas une affaire d'argent. L'argent est un écran commode, un faux débat qui détourne le regard de l'essentiel. Ce qui s'est joué ici est plus profond, plus intime, presque sacré. Il s'agit du droit d'être un enfant. Du droit d'être reconnu, même après la mort. Du droit de ne pas être effacé d'une histoire qui vous a donné naissance. Quand un père disparaît, il ne laisse pas seulement des biens. Il laisse une place. Une trace. Une filiation symbolique qui dit à ses enfants « Tu comptes, tu as existé pour moi ». Ce que j'ai vu après la mort de Johnny, c'est cette place arrachée brutalement à David et Laura. Pas par un geste d'amour mal compris, mais par un acte froid qui ne leur laissait plus aucune voix. Et cela, je ne peux pas l'accepter. Si je suis si révolté, c'est aussi parce que cette histoire résonne avec la mienne. J'ai moi-même connu le rejet. Mon père biologique m'a refusé, m'a effacé de sa vie comme si je n'avais jamais existé. Cette blessure ne se referme jamais. Elle vous accompagne toute votre vie. Elle vous apprend une chose essentielle. Un père peut être absent, imparfait, lâche parfois, mais quand il nie ses enfants, il commet une violence irréparable. C'est pour cela que cette phrase me revient sans cesse, comme une évidence morale. Un père ne fait pas ça. Johnny n'était pas un saint. Il n'était pas exemplaire. Il fuyait, il se trompait, il blessait parfois ceux qu'il aimait. Mais il restait un père. Un père imparfait, oui, mais un père conscient de ses manques. Et cette conscience-là est incompatible avec l'idée d'effacer volontairement ses enfants. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu à ses côtés me ramène à cette certitude simple et brutale. Alors oui, j'ai choisi mon camp. Sans haine. Sans calcul. J'ai choisi le camp des enfants. Le camp de David et Laura. Et, paradoxalement, j'ai aussi choisi le camp de Johnny. Du Johnny réel. Celui que j'ai connu loin des mises en scène, loin des récits verrouillés. Celui qui doutait, qui regrettait, qui aimait maladroitement mais sincèrement. Je sais que cette position dérange. Je sais qu'elle bouscule des intérêts, des récits bien installés, des versions confortables. Mais me taire aurait été une trahison plus grave encore. Trahir Johnny en acceptant qu'on le transforme en quelqu'un qu'il n'était pas, trahir ses enfants en laissant croire qu'il n'avait plus de place légitime dans son histoire. Il reste une question, simple et vertigineuse. Si Johnny était encore vivant aujourd'hui, face à tout cela, face à cette fracture, face à cette image figée de lui-même, qu'est-ce qu'il dirait? Et surtout, à qui adresserait-il ses premiers mots? Before we move on, here is a truth that still refuses to stay silent. What if Johnny never lost his will, but lost the people who should have protected it? I would like to know what lesson you personally take away from this story, because beyond Johnny, it speaks to every family, every legacy, and every silence we choose to accept.